Le Tour cycliste de la Guadeloupe a vécu une journée exceptionnelle. Le décès du jeune Warren Hérin, 22 ans à peine, a plongé tout l'archipel dans l'effroi et l'émotion. Il est à la une de ce journal avec nos reportages. Le père de la jeune victime a donné une conférence de presse pour appeler à l'arrêt de l'épreuve en respect de la mémoire de son fils. Le peloton a continué, mais sans le maillot jaune et sans Boris Karen. C'est le deuxième coup de théâtre de la journée. Les routes de Guadeloupe sont mortelles. Elles tuent énormément depuis le début de l'année. Isabelle Amos s'est plongée dans ces statistiques macabres qui prouvent qu'on doit faire attention sur les routes. Opération originale ce matin dans la ville du Moule. Les bœufs tyrans vont désormais ramasser les déchets. Loin de la compétition, nous verrons cette opération. Reportage avec Couleur et Soleil de Linda Kayarsi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la tranche d'information d'ATV Guadeloupe. Cette journée sera à marquer véritablement car elle a été exceptionnelle. L'histoire retiendra ce 3 août 2016 comme un jour d'accablement. Accablement pour la famille de Warren Hérin, accablement pour ses amis, accablement pour la Guadeloupe entière et tous ceux qui s'intéressent autour de la Guadeloupe, même ceux qui ne s'intéressent pas. Comment tout cela a commencé? Nathalie Dinan. Warren Hérin, le jeune sociétaire de l'USL, a été percuté par un véhicule 4x4 jeudi dernier, la veille du coup d'envoi de la 66e édition du Tour de Guadeloupe. Le jeune homme, tout juste âgé de 22 ans, cheminait vers le vélodrome suite à une convocation du comité cycliste pour l'installation du transpondeur, obligatoire pour disputer l'épreuve. Accompagné de ses coéquipiers placés plus à gauche, il a été frappé à l'arrière, projeté dans les airs avant de retomber violemment sur le sol, la tête la première. Son casque s'est fendu sous la violence du choc. Un membre du club, arrivé très peu de temps après l'accident, lui a prodigué les premiers soins, tentant de stopper son hémorragie en attendant les sapeurs-pompiers et l'équipe du SMUR. Victime de plusieurs traumatismes au niveau du crâne et de l'abdomen, l'état de Warren Hérin était jugé préoccupant, un pronostic vital très engagé. Plongé dans le coma peu après son arrivée au centre hospitalier, le jeune pompier volontaire, amoureux de la petite reine, a lutté avant de succomber à ses blessures. Ce matin, l'émotion du père était considérable. Il est intervenu au cours d'une conférence de presse pour demander l'arrêt de l'épreuve. Le peloton est parti de Petit-Bourg, est arrivé à Bémao, a déposé le vélo au sol. Et puis après, ça a été une journée de détente sur la route, pas de compétition. Nous reviendrons sur tout cela dans notre magazine du Tour ce soir avec Moïse Dexter, Patrick Curie et notre consoeur Jessie Blanquet. L'accident lui-même a donné donc une conséquence que nos routes étaient véritablement dangereuses et les Guadeloupéens étaient au bord de ces routes. Nous avons posé la question, qu'est-ce qu'ils pensent de cette mort qui a frappé le Tour cycliste de la Guadeloupe, Karen Diama? Décédé à l'âge de 22 ans, Warren Hérin, coureur de l'USL, a laissé derrière lui une vive émotion. Oui, j'ai entendu ça, j'ai entendu qui a été renversé par une voiture, mais vous savez, les voitures, ils voient les piétons, ils voient les cyclistes, et puis ils ne s'occupent même pas de ça, alors je ne sais pas la faute à qui, vous voyez. Mais quand même, comme c'est la période du Tour, je pense que les conducteurs auraient dû prendre un peu plus de précautions vis-à-vis des cyclistes, des piétons, vous voyez. C'est malheureux, bon. Pour lui et pour l'équipe. Bon, condoléances à la famille. Hein. Et voilà quoi, c'est dur. C'est certainement c'est pénible. Vous voyez, je suis même très émue parce que je suis passée par là. J'ai perdu un fils aussi de 24 ans et pour la famille, je trouve que c'est dur. Et j'espère que les choses vont être mises en place pour qu'il ne soit pas mort pour rien. C'est vraiment triste. Ça fait beaucoup de peine de voir d'entendre ce genre de choses. Et puis comment les jeunes comme ça se font faucher sur les routes. Mais je pense que j'ai pu entendre M. Chalus dire qu'il fera le nécessaire pour pouvoir mettre des pistes cyclables. Je pense qu'il en manque énormément et je pense que ce serait une très bonne chose au moins qu'on se respecte aussi sur la route. Une épreuve difficile à surmonter pour l'équipe de l'USL qui ce matin a annoncé son retrait de la suite de la 66e édition du Tour de Guadeloupe. Une décision qui aura elle aussi suscité une émotion particulière.
Je pense que c'est une bonne chose, puisque par rapport à l'événement, par rapport à Hérin, je pense que c'est une bonne chose. Mais le maillot jaune, c'est vrai qu'il était maillot jaune, mais il y a, comme il a dit, parce qu'il lui aussi il l'a dit, donc je pense qu'il s'est retiré par rapport au sentiment. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de se retirer du peloton, dans la mesure que je pense qu'ils sont en peine, hein, comme tout un chacun. Après, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a été convenu avec les staffs et tout, mais je pense que leur attitude, elle est honorable. Tout ce que je voulais dire, c'est que les Guadeloupéens se mettent ensemble pour pouvoir remporter ce tour en la mémoire du jeune qui est décédé. C'est tout ce que je demande. Et j'espère qu'ils vont comprendre cette année-là, de travailler ensemble. Voilà. Un message qui n'aura pas eu le temps de parvenir aux coureurs guadeloupéens, certains ayant décidé à leur tour d'abandonner cette 66e édition. C'est vrai que le maillot jaune et Boris Carène ont décidé de quitter la compétition pour honorer la mémoire de leurs camarades disparus. Les élus locaux ont rendu hommage aux jeunes coureurs disparus. Madame Borel-Incertain, présidente du département, a souligné le caractère dangereux des routes de Guadeloupe et il a aussi demandé au public de faire attention notamment à ceux qui sont le plus fragiles sur les routes, à savoir les piétons. Isabelle Hameau a révisé pour nous les statistiques et on constate que les morts sont très nombreux sur les routes de Guadeloupe. On dénombre en Guadeloupe 198 accidents depuis le début de l'année 2016. Parmi ceux-ci, 39 tués et 243 blessés. En résumé, 282 victimes de l'insécurité routière, une hausse de plus 13% par rapport à l'année dernière. La Guadeloupe, un département particulièrement accidentogène. Raison de plus pour faire un appel à la vigilance aux usagers de la route et rappeler que le département de la Guadeloupe est un département où la mortalité routière est 2 fois plus élevée qu'en métropole et qu'il est nécessaire d'adopter des comportements respectueux des règles de sécurité routière et du code de la route. Malheureusement, aujourd'hui, on voit encore trop de comportements inadmissibles et délictueux sur les routes, à savoir la conduite en état d'ivresse, l'usage du téléphone au volant, le non-port des équipements de sécurité tels que la ceinture et le port du casque, ou encore le non-respect des distances de sécurité, et tout autant de gestes délictueux qui entraînent des victimes de la route, qui malheureusement entraînent des familles qui sont dans le deuil et dans la tristesse. Autant de recommandations pas toujours respectées, malgré les nombreuses campagnes de sécurité routière. On mène beaucoup d'actions de prévention sur le terrain, donc on en a mené à peu près une 60aine depuis le début de l'année. Mais au-delà de ces actions de prévention, on ne peut pas dire chaque automobiliste. Donc il convient à chacun de prendre conscience de son comportement sur la route, à savoir si je conduis vite, si je ne conduis pas trop près d'un véhicule, si mon téléphone sonne, est-ce que je le prends ou pas alors que je suis en train de conduire. Donc il y a des gestes à adopter, des réflexions à avoir. Si les infrastructures ont souvent été ciblées comme origine des nombreux accidents, celles-ci ne sont pas la véritable cause recensée. Le comportement des usagers en est bien le premier facteur. Parmi les 40 tués sur nos routes, on compte 17 en véhicules légers, 4 en moto, 8 en cyclo, 3 à vélo et 8 piétons. Les usagers vulnérables représentent désormais 56% des tués. Reportage d'Isabelle Hameau, nous reviendrons naturellement sur ce tour de la Guadeloupe, cette 66e édition un peu particulière avec notre magazine sur le tour. Les vols à main armée, les voleurs n'ont pas pris de vacances. À la mi-journée, une bijouterie située à la rue Frébeau a été cambriolée par une attaque à main armée. Le préjudice n'a pas encore été évalué. Une enquête a été ouverte. Un incendie s'est déclaré au centre d'hébergement pour personnes âgées de Cayenne, l'hôpital de Cayenne. La victime n'est autre que Jean-Claude Christophe, ancien dirigeant pendant 12 ans de l'Espoir cycliste guyanais. Vous voyez qu'en Guyane également, le cyclisme a été frappé à TV Guyane. À l'arrière de l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne, les traces de l'incendie de la veille sont toujours visibles. Une épaisse fumée noire présente sur les murs de cette chambre du 2e étage. C'est ici, aux environs d'1h30, qu'un feu s'est déclenché, causant la mort d'un pensionnaire âgé de 69 ans. La direction, par la voix de l'administrateur provisoire, n'a pas souhaité s'exprimer face caméra.
Du côté de la justice, une enquête préliminaire est déjà en cours et devrait déboucher sur une information judiciaire pour homicide involontaire. L'origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Alors non, dans l'immédiat, on ne connaît pas l'origine de l'incendie. Ce sera l'objet de l'enquête, de déterminer effectivement pourquoi il y a eu cet incendie dans cette chambre. Et puis éventuellement, le cas échéant, en fonction de ce qu'il sera découvert, la mise en cause des responsabilités encourues par telle ou telle personne, sachant que l'enquête ne fait que démarrer, que les techniciens en identification de la police sont intervenus dès cette nuit, interviennent encore aujourd'hui. Si les causes du drame restent indéterminées, il semble que le système de protection d'incendie n'aurait pas fonctionné correctement. Une information qui attise la colère de l'association des usagers de l'hôpital de Cayenne, présente ce matin lors d'une réunion de crise. Nous, en danger de mort, parce que situation, l'hôpital de référence qui sont le char, est catastrophique, pas seulement en matière de santé, mais en matière de sécurité. Donc, quand imaginez à un bâtiment qui est plus protégé dans l'hôpital là, qui est un établissement de repos, de sommeil, côté il y a des gens qui sont vulnérables parce que nous ne pouvons pas les gangans, des gens qui sont vulnérables, un résident qui a carbonisé dans une chambre parce que système incendiaire, système quand il fait pas fonctionner et ça fait un petit moment il pas fonctionner. La centaine de pensionnaires de l'EHPAD reste toujours pris en charge par l'établissement, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire. Si elle confirme les dysfonctionnements du système de sécurité, la responsabilité du centre hospitalier pourrait bien être engagée. C'est ce matin à Meaulx qu'a été lancée l'opération Bovimobile. Nos bœufs tyrans, loin de la compétition, vont désormais transporter vers les déchetteries des encombrants. Pierre Porlon, bonsoir. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, le Nord-Grand-Terre qui est à l'origine de cette opération. Je vous propose de regarder le reportage réalisé par Linda Kayarsi ce matin au Meaulx lors du lancement de l'opération. On se retrouve tout à l'heure pour en parler. Ce matin, les baroudeurs sont bien loin des compétitions de bœufs tyrans. Pour l'occasion, les équipages se sont mis au vert. Opération Bovimobile. La charrette est accompagnée déjà par le chauffeur du club et par un ou plusieurs adhérents des baroudeurs du Meaulx. Et puis il y a deux ambassadeurs de collecte de la CNGT qui sont là pour collecter et pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis dans les poubelles. Ok, David, David, on va partir là, on descend là, on va monter là, vous pouvez faire là, hein? Ouais, juste à nous virer là, on va virer là, ouais, là, on peut virer là, ok, là, ça, nous pouvons faire ça à pied, on peut faire, il y a un qui peut l'autre charrette là, on s'appuie, faire ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons rejoindre nous là. Un itinéraire bien pensé pour collecter des emballages ménagers recyclables. Alors dans ces poubelles, c'est la bouteille en plastique, tout ce qui est carton, journaux, les boîtes en canette, tout ce qui est jus en canette. Une nouvelle façon d'améliorer la collecte sélective sur le territoire, la Bovimobile fait son effet. Quand on aime sa ville, quand on aime l'environnement, quoi de plus naturel que de participer à une action comme celle-là. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Et comme je viens de dire à ce monsieur-là, ça nous fait faire un retour en arrière. Enfin, pour moi, vous êtes un jeune, vous n'avez pas connu ça. Mais déjà, comme il l'a dit, il n'y a pas de gaz d'échappement. Tout est fait d'une façon naturelle. Et la plupart du temps encore, c'est convivial. Parce que moi, je suis avec lui. Tandis que quand le gars il passe avec sa machine, on n'a pas le temps. Un concept innovant et original, mis au point par la CNGT, la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, via son service du développement durable. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment augmenter notre performance de tri. Et on s'est dit, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent. Il y a des points d'apport volontaires, il y a une seconde poubelle sur certaines parties du territoire. Et ce que nous aimerions, c'est monter d'un cran et utiliser un outil qui parle aux gens. Nous sommes sur un territoire qui est rural, donc le territoire de la CNJT. Et c'est vrai que nous avons un élément patrimonial qui est très très fort et très identitaire, les bœufs tyrans.
Donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce biais-là, ce moyen-là, et allier justement patrimoine, amélioration du cadre de vie et convivialité. Le projet, à titre expérimental, doit se poursuivre jusqu'en décembre, une fois par mois, dans plusieurs quartiers du Moule. Alors Pierre Porlon, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette opération. En fait, bonsoir déjà. En fait, l'histoire elle est simple, c'est que la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre a répondu à un appel à projet d'Éco-Malage, qui est un éco-organisme. Et nous avons été lauréats de cet appel à projet. Et cet appel à projet avait comme originalité cette démarche de Bovie Mobile. Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel de la démarche, c'est d'optimiser la collecte des emballages ménagers. Il faut savoir que plus de 40% de la poubelle du ménage, ce sont des emballages. Donc il faut enlever ces emballages, ni pour les brûler, ni pour les enterrer, il faut les recycler. Pas de nourriture organique. Non, il n'y a pas de déchets organiques. Pas de déchets organiques. On prend là que des emballages. Alors les emballages, les canettes Coca, etc., toutes canettes possibles, et bouteilles en plastique, cartons qui ne sont pas souillés, papier journaux qui ne sont pas souillés aussi. Il ne faut pas que ce soit sale parce que c'est un recyclage. Il faut tout ce qui est sale, on met dans la poubelle normale. Voilà. Donc vous imposez aux gens une sorte de tri très sélectif, on va dire, pour profiter de cette opération. En fait, nous sommes dans la COP21, nous sommes dans ce qu'on appelle la transition écologique. Donc il faut bien que toutes les personnes se sentent concernées par la protection de la planète. Nous invitons les gens à gérer, au lieu de faire à leur place, au lieu de leur dire au lieu de prendre une machine qui va trier, on va leur dire vous faites un pré-tri chez vous. On va enlever et ça va coûter moins cher à la collectivité. Et donc, lorsque ça coûte moins cher à la collectivité, ça coûte moins cher à la population parce que ce sont les impôts qui payent dans tous les cas de figure. Donc, en clair, lorsqu'on fait ça, on va diminuer l'impact, mais aussi on va diminuer ce qu'on va payer dorénavant pour enfouir les ordures ou bien pour les brûler dans l'avenir. Vous avez évalué un petit peu quel tonnage pouvez-vous transporter par mois ou par année par ce procédé ? Non, mais en fait, on commence seulement. Donc, on n'a pas encore évalué. Ce sera tous les jours Non, ce sera une fois par mois et jusqu'à la fin de l'année. Et on va commencer après dans les autres communes, parce qu'il y a 5 communes. Parce qu'en fait, on a fait une réunion avec l'ensemble des 6 associations des bûcherons sous le territoire de Nord-Grande-Terre. Et nous avons pu déjà mettre en place une opération avec les baroudeurs du Moule et on a démarré. Les baroudeurs, c'est un club de bûcherons. De bûcherons, voilà. Il y a 2 au Moule, mais on a pu négocier et organiser avec les bûcherons. Mais l'objectif, comme disait Mme Karoupanapoulé, la directrice de l'environnement, c'est bien concilier cet aspect du patrimoine avec la possibilité parce qu'on ne substitue pas les bennes à ordures ménagères traditionnelles ne disparaissent pas. Ah ben évidemment. Non, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas mettre que les bœufs pour ramasser les déchets ménagers. En l'occurrence, c'est des emballages ménagers. Mais l'objectif, c'est de bien faire prendre conscience à la population qu'il y a une importance à ce qu'on trie de plus en plus. Et cet aspect-là, ludique, cet aspect curieux, là, on a entendu un monsieur qui disait que ça lui rappelait les temps anciens, ça va peut-être, et je pense que ça va susciter chez les gens l'envie et la nécessité absolue de trier. Que va-t-il se passer dans le Nord-Grande-Terre sur le plan du développement ? Pas seulement ça. Ah, mais il se passe des choses extraordinaires dans le Nord-Grande-Terre. Là, on a répondu à un appel à projet, mais nous voulons développer cette... Mais développer comment ? Parce qu'il y a de très beaux espaces, vous allez les occuper, les bétonner ? Ah non, pas les bétonner. On a des projets énormes. On a une personne qui va faire une usine, une industrie qui va faire des chaussures de luxe, bientôt sur le territoire du Nord-Grande-Terre, donc c'est original. Oui. Vous allez entendre parler bientôt. Nous avons beaucoup de projets et ce territoire est un territoire vierge, donc qui est neuf et qui n'a pas été détruit. Et nous avons des grandes ambitions. Nous avons aussi la boucle du Nord-Grande-Terre qui va développer beaucoup d'emplois et qui va développer beaucoup d'activités. Qu'est-ce que vous appelez, quelques précisions sur la boucle du Nord-Grande-Terre ? La boucle du Nord-Grande-Terre, c'est un circuit où les circuits touristiques et on va faire toutes les communes du Nord-Grande-Terre au bord des falaises avec des sentiers et on pourra trouver à plusieurs haltes, comme ça se fait dans les grands pays,
des commerces, voilà, des aménagements, voilà, des aménagements. Que les gens puissent se désaltérer. Voilà. Et ce projet, il en est où? Ça verra le jour? Enfin, mais la boucle sera du Nord effectif? Non, mais ça fonctionnera vraiment quand? C'est déjà effectif, mais si vous voulez, c'est tranche par tranche. Tout l'équipement. Non, mais tranche par tranche. Il y a déjà une bonne tranche. On a invité la population et la TV n'était pas là, mais on va vous appeler aujourd'hui. On va vous appeler, vous allez voir. Non, mais ça avance vraiment beaucoup. Et je pense que la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre a ceci de particulier, c'est que nous sommes dynamiques et nous avons vraiment de l'ambition. Et nous avons énormément de projets. Est-ce que toutes les communes sont associées à ce développement? On a l'impression que le Moule est le pôle central, et puis voilà, et autour? Non, mais vous savez, dans un train où, à la limite d'hommes les béturants, il y a les bœufs, il y a la charrue, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui tirent. Mais il y a un problème qui est le suivant, c'est qu'on pense que, parce qu'il y a une tradition avec le Nord-Grande-Terre avant, il n'y avait pas entre Petit Canal, Port-Louis, il n'y avait pas d'entente, mais là, dans la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre, nous sommes l'une des seules communautés d'agglo du Nord-Grande-Terre, il n'y a pas eu de problème d'ordre politique. Tous les maires sont classés en fonction de la population. La présidente, c'est Mme Carabin. Le premier vice-président, c'est Mornalo, etc. Le deuxième vice-président, c'est Petit Canal. C'est-à-dire que c'est bien classé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Les projets présents et à venir sont financés? Oui, les projets sont présents. Ce sont des financements et puis, il y a tripartis. Donc, non, mais il y a une solidarité obligatoire. Parce que vous savez, certaines communes ne vont pas très bien. Comment peut-elle participer ces communes-là, mais ce n'est pas une histoire de participation. Vous savez, lorsque vous créez la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre, vous venez avec les charges et les recettes. Donc, si vous venez, vous emmenez, exemple là, pour vous donner un exemple, à Petit Canal est arrivé, il n'y avait même pas de bac pour pouvoir, c'était des poubelles avant qu'il y avait un Petit Canal. La première chose qu'on a fait, on a mis à niveau le Petit Canal et on a acheté des bacs pour Petit Canal. Il n'y a pas de problème. Et même si les communes n'ont pas les moyens, il y a des règles qui sont déjà prévues. Il y a une histoire de compensation. On les accompagne, on ne peut pas les laisser. Mais l'objectif principal n'est pas de dire on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Une question désagréable, les impôts? Non, mais nous avons fait un lissage des impôts sur 10 ans. Sur 10 ans. Chez nous, c'est presque parfait. L'augmentation sur 10 ans? Non. Pas l'augmentation, justement. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts à la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre. Parce qu'on n'est pas dans la folie furieuse. Non, le lissage, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui avaient une tradition d'impôts plus élevée, et il y avait des traditions d'impôts plus bas, et donc on a prévu de faire un lissage. Nivelé, voilà, on fait un lissage sous 10 ans, pour que tout le monde soit au même niveau, parce que c'est une obligation. Pierre Porland, je sais que vous vous intéressez à la culture, donc notamment à la gravure. Je vous invite à voir un reportage de nos confrères d'ATV Martinique qui se sont intéressés à une opération de gravure très intéressante. Nous allons voir. Vous voyez parfaitement les différentes valeurs, c'est-à-dire les gris, les clairs, les foncés, qui ont été faits en fait juste avec les outils, les burins et les pointes sèches. Un peu de théorie pour se mettre en jambes et mieux comprendre le geste du graveur. Ensuite, place à la pratique. Objectif du jour, graver ses initiales sur une plaque de lino, étape par étape. J'ai dessiné et là je suis en train de calquer. Je vais reproduire sur une autre feuille et mettre sur le cadre et ça va, après je vais graver. Et le geste n'est pas toujours facile. Déjà on a des outils, on doit être précis. Il faut beaucoup de force. Professeure du cours, Véronique Baud, spécialiste des arts appliqués. Son but, initier les enfants aux rudiments de la gravure pour leur donner envie d'en apprendre plus. On va ancrer à nouveau la plaque et on va imprimer exactement le procédé que je vous ai montré, que je vous ai expliqué dans le musée avec la presse. En fait, une fois qu'on commence à apprendre la gravure, on a toujours envie d'aller plus loin et à partir du moment où on a les bases, voilà, on veut découvrir d'autres techniques parce qu'on peut faire des techniques mixtes, rajouter de l'aquarelle, rajouter du feutre et aller plus loin en fait dans la créativité. Une fois les plaques terminées, le travail d'impression commence. J'ai mis une feuille par-dessus. Après, avec une cuillère, j'ai appuyé très fort tout le carré. Et après, j'ai enlevé la feuille qui était par-dessus. Et après, ça a imprimé comme si ça fait comme une imprimante.
Peinture, écriture, relure ou gravure, 3 ateliers ludiques que ces jeunes de 8 à 12 ans ont pu découvrir pendant les vacances au musée de la Pagerie. L'intérêt est multiple. Tout d'abord, ouvrir les portes du musée afin qu'il soit vivant. Donc à ce jeune public qui le visite pendant l'année de manière, c'est vrai, scolaire, encadrée, aujourd'hui c'est une connotation différente. Ils sont en période de vacances, ils sont acteurs de leur visite puisque là ils produisent, ils sont avec un intervenant différent. Donc déjà permettre à ce public d'investir ce lieu qui est le leur. Après 4 heures de concentration, l'heure est venue de signer son œuvre et d'être fier de son travail. Après la gravure pour les enfants, je vous invite à un voyage passionnant à Beauport, pays de l'Acade, sous le thème « La terre et le feu ». Regardons ensemble le reportage de Lydia Kayarsi. Véritable lieu de mémoire, Beauport marqua le développement économique de l'archipel jusqu'à sa fermeture le 30 juin 1990. En 2004, le site a réouvert ses portes, non plus aux planteurs, mais aux visiteurs. Aujourd'hui, nous avons vocation à être gardiens de notre patrimoine et nous avons également aussi vocation à apprendre à nos jeunes ce qu'on peut faire avec la canne, ce qu'est la canne, ce qu'elle nous apporte, ce qu'on peut en extraire, comment on la mange, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de Mandelo d'Ubud, comme on dit. Et pour découvrir tous les trésors du site, les visiteurs peuvent être seuls ou accompagnés d'un guide assez spécial. Les clients en fait ont 2 possibilités. Soit ils prennent donc l'audio guide qui avec celui-ci ils ont plus d'informations, beaucoup plus d'informations concernant l'usine sucrière, donc la canne à sucre. Ou sinon il y en a qui préfèrent simplement lire, donc par ici ils peuvent lire toutes ces informations-là. Donc toutes ces informations-là, on rappelle donc les dates importantes qu'a vécu en tout cas l'usine sucrière. Et ensuite, donc là, on a au numéro 2, donc il y a plusieurs points pour des compléments d'information. Entièrement dédié au sucre et à la production cannière, Beauport propose une pléiade d'ateliers autour de ce thème. Vous avez des ateliers donc, qui vont de l'extraction de sucre, de la sucette faite avec du sucre de canne. Vous avez également les balades en charrette. Vous avez des ateliers sur les sous-produits de la canne. Vous avez aussi des ateliers plantation de canne. Et aujourd'hui, l'heure est à la fabrication de sucettes. Qu'est-ce qui compose une sucette? Du sucre. Voilà, il n'y a que du sucre en général dans la sucette. Et un bâton. Des colorants, par exemple, bâton. Voilà. Si on veut mettre de la couleur, une entrée, si on veut. Si on veut mettre de la couleur, on mettra des colorants. Et si on veut donner des arômes, du coup, on mettra des. Si on veut donner du goût aux choses sur du sucre, des arômes. Voilà. Pendant une vingtaine de minutes, ce petit groupe apprendra étape par étape à réaliser une sucette locale qu'il sera possible de réussir à la maison. Je vais mettre 30 grosses cuillères à soupe de sucre roux dans la casserole. Voilà, tu mouilles le sucre. Stop! Il ne faut pas mettre trop d'eau. Tout doucement. Il ne faut pas qu'il y ait le grain de sucre qui aille sur les parois. Je peux utiliser le thermomètre pour savoir si je suis arrivée à 160. Une dizaine de gouttes. 1, 2, 3. Et si on n'a pas de moule, on prend une feuille de cuisson. L'atelier sucette terminé, tous pourront aller se détendre et profiter du magnifique paysage qui entoure le domaine à bord du petit train. Avant d'arriver au terminus, où les attend une dégustation de canne à sucre. On a bien aimé. Bon, ça nous fait découvrir un petit peu ce que nous, on connaît mal, c'est-à-dire la culture de la canne à sucre. Bon, on a vu un endroit où il y avait une récolte, justement. On a trouvé ça très intéressant. Voilà. 12 ans après sa réouverture, le site de Beauport a su tirer son épingle du jeu pour rester un pan très actif du patrimoine historique de notre archipel. Très beau reportage de Kareth Diamin, vous l'aurez compris, de vous-même. Et maintenant, quelques informations utiles à votre quotidien. Dans le cadre du Tour de la Guadeloupe, la circulation sera perturbée demain, 4 août, à Bouillante et aux alentours de Bouillante, entre 9h30 et 10h30, à Saint-François et aux alentours de Saint-François, entre 12h et 15h30. Maintenant, si vous voulez donner votre sang par les temps qui courent, c'est un bon geste. Le planning des collectes, jeudi 4 août, boulevard de l'Hôpital, de 12h à 18h, vous pouvez donner votre sang. C'est la fin de cette édition, je vous en rappellerai les principaux titres dans un instant.
Voici les principaux titres qui ont été développés ce soir. Le Tour cycliste de la Guadeloupe a vécu aujourd'hui une journée exceptionnelle. Le décès du jeune Warren Hérin, 22 ans à peine, a plongé tout l'archipel dans l'effroi et l'émotion. Nos équipes sur le terrain nous ont compté cette épreuve. Le père de la jeune victime a donné une conférence de presse pour appeler à l'arrêt de la compétition en respect de la mémoire de son fils. Le peloton a continué, mais sans le maillot jaune et sans Boris Karen. C'est le deuxième coup de théâtre de la journée. Les routes de Guadeloupe tuent énormément depuis le début de l'année. De nombreuses victimes sont à déplorer. Isabelle Amo s'est plongée dans ces statistiques macabres qui prouvent que nos comportements doivent changer. Opération originale ce matin dans la ville du Moule. Les bœufs tyrans vont désormais ramasser les déchets. Opération propre à l'environnement. Reportage avec couleur et soleil que nous avons vu de Linda Kayarsi. Voilà pour cette édition de ce soir, marquée par le drame de la mort du jeune Hérin. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. Dans un instant, va suivre le magazine du Tour cycliste de la Guadeloupe qui reviendra bien sûr sur cet événement.